Le 9 janvier dernier, un nouveau chapitre s'est ouvert pour la dynastie Dassault. Un changement discret de pouvoir pour une entreprise qui n'a eu que 4 patrons en près d'un siècle. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Cette semaine, on plonge dans les coulisses d'un groupe stratégique pour la France en plein chamboulement. Dassault, un empire bleu-blanc-rouge. Épisode 2, le Rafale, les ailes de la puissance française. Nous sommes le 16 février 2015. Au Caire, dans les salons d'apparat du palais El Orouba, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Défense français, et Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, retiennent leur souffle. Abdel Fattah el-Sisi, le président égyptien, vient d'annoncer le bombardement de plusieurs sites de la branche libyenne de l'État islamique. Quelques jours plus tôt, le groupe terroriste avait diffusé une vidéo montrant la décapitation de 21 Égyptiens d'origine copte. C'est la première fois que l'Égypte confirme avoir mené des frappes aériennes contre Daesh. L'Égypte se réserve le droit de répliquer à ces meurtres de la manière et au moment qu'elle choisira. Quelques heures après l'attaque sur la Libye, le président égyptien signe un contrat avec les 2 Français. Bercy devra fournir 24 Rafales à l'Égypte. Une vente historique, la première pour l'avion tricolore, montant du deal 5,2 milliards d'euros. En plus des Rafales, l'accord prévoit aussi la livraison d'une frégate multimission et la vente de missiles. Les derniers détails de l'accord ont été négociés entre François Hollande et Al-Sisi quelques semaines auparavant en Arabie Saoudite. Chacun des membres de l'équipe de France a joué son rôle, l'Élysée, le Quai d'Orsay, la Direction générale de l'armement et Dassault. Du Mirage au Rafale, en passant par les jets d'affaires Falcon, Dassault Aviation a tout traversé. Hésitation politique, difficultés techniques, échecs commerciaux, jusqu'au succès de ces dernières années. Chers auditeurs, si vous avez écouté l'épisode 1 de cette série, vous savez déjà qui est avec moi en studio. J'ai de nouveau fait appel à Béatrice Mathieu, grand reporter spécialiste de l'économie à l'Express. Bonjour Béatrice. Bonjour Charlotte. On en parlait en introduction, la première vente du Rafale est signée le 16 février 2015 entre l'Égypte et la France. Béatrice, comment cet accord a vu le jour ? C'est la conclusion de négociations qui se sont passées dans un temps record. Ce qui est assez rare en fait dans des négociations d'armement, ça dure des mois, voire plutôt des années. Là, en réalité, les négociations se sont tenues en 5 mois. Alors, à l'époque, il y a plus de 10 ans, on est au moment des révolutions des printemps arabes. Et à l'automne 2014, le maréchal Al-Sisi appelle Le Drian, qui est le ministre de la Défense, et dit moi, je veux des Rafales. Alors, il rencontre très très vite Trappier, qui dirige Dassault Aviation. Et quand les 2 hommes se rencontrent, Sisi dit à Trappier, alors, il est où le contrat ? Alors, on lui dit, ça prend un peu plus de temps, tout dépend des spécificités, de quel type d'armement vous voulez sur l'avion, et puis surtout quand vous les voulez, parce qu'on n'a pas forcément ça sur étagère. Mais il les voulait très très vite, parce qu'il veut ces avions pour un événement très symbolique pour le président égyptien, c'est l'inauguration de la seconde voie du canal de Suez à l'été 2015. Alors, entre Éric Trappier, le PDG de Dassault Aviation, et le président égyptien, le courant passe plutôt très bien. Les négociations sont dures, mais elles avancent très vite. Et ce contrat, en fait, va en débloquer beaucoup d'autres. Dassault signe en effet la livraison de 24 avions avec le Qatar en 2015, 36 pour l'Inde en 2016 et de nouveau 12 pour le Qatar en 2017. Oui, plus récemment, on pourrait rajouter les 80 Rafales vendus en 2021 aux Émirats Arabes Unis. C'est le plus gros contrat de l'histoire de Dassault Aviation. Mais il y a aussi la Grèce, la Croatie, l'Indonésie et en 2024 encore la Serbie. Au total, 273 avions ont été commandés par des pays étrangers depuis 2015. 102 ont été livrés et 234 par l'armée française. Le carnet de commandes de Dassault est plein pour les 10 prochaines années. Ça, c'est pour les contrats qui ont déjà été signés. Est-ce qu'il y en a qui sont encore en négociation ? Oui, alors des négociations durent toujours avec l'Inde. Le président Modi veut renouveler 100 de ses avions de chasse. Emmanuel Macron fait aussi avancer le dossier avec l'Arabie Saoudite. Il l'a fait d'ailleurs lors de son dernier déplacement à la fin de l'année 2024. Il y a aussi l'Amérique latine avec le Pérou et la Colombie. Alors, il y a beaucoup de commandes
qui sont en négociation. Rien n'est signé, évidemment. Et surtout, Dassault ne veut rien communiquer, n'en parle pas. On ne fanfaronne pas avant d'avoir l'encre qui est sèche sur le contrat pour ne pas froisser les clients. On a la satisfaction discrète chez Dassault. D'autant que l'année 2024 a été très bonne pour le groupe. D'après les derniers chiffres, le nombre de Rafale livrés a atteint des records, 21 contre 13 l'année précédente. Béatrice, pourquoi le Rafale rencontre aujourd'hui un tel succès à l'étranger? Alors le Rafale, c'est un bijou de technologie et surtout de polyvalence. Alors, il est vieux, le Rafale, même si il a eu des cures de jouvence depuis, mais il est né dans les années 80, 1980, à une époque où la France veut développer un avion de combat multirôle. C'est un avion capable de remplacer plusieurs avions, plusieurs modèles différents. C'est un avion couteau suisse. Il est à la fois chasseur, bombardier, appareil de reconnaissance. Il peut se porter sur un porte-avions. Ça, c'est important pour la France. Alors, c'est la combinaison de la polyvalence et de la robustesse qui le rend aussi attractif aujourd'hui sur le marché international. Le Rafale, le chasseur emblématique de Dassault Aviation, est devenu le symbole de l'excellence française en matière d'aéronautique militaire. Pourtant, lors de son lancement, l'avion de combat bleu-blanc-rouge n'arrive pas à se vendre. Alors, Charlotte, pour que nos auditeurs comprennent bien les difficultés qu'a rencontré le Rafale, je te propose de faire un bond en arrière de près de 40 ans. Je t'ai amené une couverture de l'Express. Oui, une couverture de l'Express qui date de septembre 1988, regarde. Alors, je vois qu'on y parle du Rafale, mais pas en bien. On y voit l'avion de chasse français en gros plan, de face, sur un fond noir assez menaçant, et elle est titrée « Rafale, le gouffre à milliards ». Oui, alors l'Express publie à l'époque en exclusivité un rapport parlementaire qui révèle les coûts astronomiques du programme militaire. Développer un tel avion, ça coûte très cher. Chez Dassault, on rêve à l'époque de première livraison dès 1996, sauf que le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombe et là tout change. Avec la fin de la guerre froide, en Europe, on pense naïvement que les conflits sont derrière nous. On rêve de ce qu'on appelle les dividendes de la paix. Et la récession de 1993 vient laminer les comptes publics. Oui, il faut faire des économies. Oui, comme aujourd'hui. Parmi les économies envisagées, on sabre dans le budget de la défense. Plus besoin d'un budget de la défense pléthorique puisqu'il n'y a plus de guerre froide, du moins pense-t-on à l'époque. Alors le programme Rafale prend l'eau, les années défilent, les coûts explosent, les délais de livraison aussi explosent. Dassault prie l'État de passer sa première commande, mais entre Chirac et Alain Juppé, le Premier ministre de l'époque, il y a des affrontements très sévères entre les deux hommes sur la commande et le soutien de l'État français au Rafale. Chirac qui entretient des très bonnes relations avec Serge Dassault, il tranche pour une première commande de l'État français. Et le 30 mai 1997, l'État passe enfin sa première commande à Dassault Aviation. Il lui achète 13 avions. Oui, mais ces avions vont mettre des années à arriver parce que la livraison à l'armée française ne se fera qu'à partir de 2004 et même 2006 pour l'armée de l'air. Le problème, c'est que le modèle économique de Dassault ne tient que si l'avion de chasse se vend aussi à l'étranger. Ça ne tient pas si seulement l'armée française en achète. Or, le Rafale enchaîne les revers. La Corée du Sud, c'est non. Taïwan, non. La Norvège, non. Les Pays-Bas, non. La Suisse, non. Et dès son arrivée, alors en 2007, Nicolas Sarkozy promet, lui, d'arriver à vendre le Rafale. Lui va décrocher les fameux contrats à l'export. Mais il y a quand même un excès de confiance et surtout une désorganisation de cette équipe de France entre Dassault Aviation qui avance d'un côté, la Direction générale de l'armement de l'autre, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Défense, tout le monde se renvoie la balle et en fait, le Rafale ne se vend pas. Et en 2011, on a même le ministre de la Défense de l'époque, Hervé Morin, qui s'exprime devant des militaires, des élus et des industriels lors d'un colloque à Toulouse. Et il est très critique vis-à-vis du Rafale. Il dit « C'est un avion sophistiqué, mais difficile à vendre. Il faudrait quand même s'interroger sur la justification
justification de la course perpétuelle à la technologie maximum. Et parmi les échecs les plus célèbres du Rafale, je me souviens de l'un d'eux en particulier, celui du Maroc en 2007, un épisode qui a marqué nos politiques comme Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense sous Jacques Chirac, puis des Affaires étrangères sous Nicolas Sarkozy. La période, il y a 40 ans, finalement, où parce qu'on était la France, on pouvait vendre n'importe quoi, c'est terminé. Et donc, il faut être beaucoup plus, effectivement, à l'écoute de ce qu'attendent les gens. Alors ça, c'est l'échec le plus cuisant. Parce qu'on pensait vraiment que le Maroc, finalement, c'est très proche de la France et que le roi allait naturellement acheter du Rafale. Ben, ça, c'est pas vraiment passé comme ça. D'abord parce que, comme je te l'ai dit, l'équipe de France s'est avancée en rang dispersé. Et puis, surtout, il y a eu une grosse bourde pendant ces négociations. C'est que le roi du Maroc apprend que l'État français achète ses propres avions beaucoup moins cher que le prix qu'on lui a proposé. Quasiment 2 fois moins cher d'après une source que j'ai pu rencontrer. 10% ou 20% seulement d'après ce que me dit Dassault. Bon, la vérité est peut-être entre les deux. Et puis le Maroc comptait aussi sur un prêt de l'Arabie Saoudite qui s'est finalement retiré. Et puis Bercy refuse de garantir un crédit au Maroc. Et finalement, le pays se tournera vers les États-Unis. La France perd donc un marché de 2 milliards d'euros. Et si une grande partie de la planète préfère acheter les avions américains, c'est avant tout pour bénéficier de la protection du gendarme du monde. Béatrice, je reprends la liste des pays qui ont acheté le Rafale: l'Égypte, le Qatar, l'Inde, les Émirats arabes unis, la Grèce, la Croatie, l'Indonésie, la Serbie. On l'a bien compris, malgré des débuts difficiles, le Rafale se vend désormais très bien à l'étranger. Alors, qu'est-ce qui a changé ? Alors, si la chute du mur en 89 a miné le programme dans les années 90, les printemps arabes au début des années 2010 l'ont revigoré. Le Rafale est engagé sur des théâtres de guerre et ça va changer tout. Chez les militaires, il y a une expression, c'est « combat proven ». Il a montré sa résistance et sa performance lors des combats en Afghanistan et puis en Libye en 2011. Et puis dans les succès de cette diplomatie économique qui va jouer vraiment un rôle très très important dans le résultat des ventes à l'exportation, c'est Jean-Yves Le Drian, ministre à l'époque de la Défense. Il va complètement changer la donne. Il prend en main le dossier, il structure une équipe dédiée, il fait en sorte que tout le monde parle la même langue et dise la même chose aux clients potentiels. Aucun politique en réalité ne s'était autant impliqué que Le Drian et ça marche et les ventes de Rafale décolle. L'entreprise a investi dans l'expansion et la modernisation de ses sites industriels pour pouvoir livrer aussi des avions plus rapidement. Et en 2023, Dassault a annoncé vouloir doubler le rythme de production du Rafale, passant de 1 avion par mois à 2 avions par mois. J'imagine que l'avionneur joue donc un rôle important dans la stratégie de rayonnement de la France. Le Rafale et donc Dassault, c'est un élément clé de la souveraineté militaire française. Et en étant entièrement conçu et fabriqué en France, il garantit l'autonomie stratégique du pays. La France peut décider de ses opérations militaires sans craindre des restrictions étrangères sur l'usage de ses avions. Et ça, c'est un point essentiel dans un contexte géopolitique souvent instable aujourd'hui. Oui, le contexte a changé en fait. Et beaucoup de pays ont compris que la protection du gendarme américain, elle était un petit peu à géométrie variable. C'est ce qui s'est passé en fait en Égypte en 2011, car les États-Unis n'interviennent pas quand Hosni Moubarak est chassé du pouvoir et que les frères musulmans arrivent. Donc beaucoup de pays préféraient en fait acheter américain parce que ça leur permettait de bénéficier du bouclier américain. C'est par la force que le général Sissi prend la tête du pays en 2013. Un coup d'État militaire suivi d'une sanglante répression. Alors que les pros et les anti-Mohamed Morsi, le président déchu, s'affrontent dans les rues, déjà le militaire durcit le ton. Alors désormais, l'Égypte va commander ses avions à la France et d'autres pays du Moyen-Orient vont suivre. Et Béatrice, il n'y a pas seulement la concurrence américaine, le Rafale est aussi souvent comparé à d'autres chasseurs européens comme l'Eurofighter. Alors sur le plan commercial, le Rafale, comme je te l'ai dit, a remporté plusieurs succès ces dernières années. Mais il y en a un autre aussi, avion qui avait remporté beaucoup de succès, c'est l'Eurofighter, notamment auprès de pays européens. Alors l'Eurofighter, c'est un avion qui voit le jour au début des années
80. Et la France, à l'époque, est dans ce projet-là, avec le Royaume-Uni, l'Allemagne fédérale, l'Italie et l'Espagne. Ces 5 pays planchent à l'époque sur un futur avion de combat européen. Et on dit, c'est bien parce que les coûts vont être partagés. Monsieur Dassault, est-ce que vous pensez que l'Europe ne devrait avoir qu'un seul avion de combat ou pourrait en avoir plusieurs ? La logique voudrait qu'il n'y en ait qu'un, non ? Non, pourquoi ? La concurrence est excellente, et puis les 2 avions peuvent être différents. L'un peut être associé à une mission, l'autre à une autre. L'un peut être plus gros, l'autre plus petit. Sauf que dès le départ, les dissensions apparaissent. Des conflits entre industriels d'abord. Dassault sera le maître d'œuvre. Mais qui va construire le moteur ? La SNECMA française, qui est la Société nationale d'études et de constructeurs des moteurs d'avion, qui aujourd'hui s'appelle Safran, n'a pas fini de construire le sien. Et puis, il y a les Britanniques, Rolls-Royce. Eux ont un moteur qui fonctionne déjà. Et dans le consortium, les Anglais disent, ça sera Rolls-Royce qui va fabriquer le moteur. La SNECMA refuse d'être un sous-traitant, notamment des Anglais. C'en est trop. En août 1985, la France quitte le projet et les 4 autres pays vont continuer d'avancer ensemble et donneront naissance à l'Eurofighter, sans l'implication de Dassault qui va pouvoir se concentrer tout seul sur le Rafale. Aujourd'hui, un nouveau projet européen est en train de prendre forme à l'horizon 2040, le SCAF, Système de combat aérien du futur. Oui, alors c'est comme si l'histoire balbutiait. Dans les années 80, on avait rêvé d'un avion de combat européen. Aujourd'hui, on rêve d'un système de combat aérien. Sauf qu'il est possible que ce qui a produit l'échec il y a 40 ans, le produise aujourd'hui, parce que d'une part, tous les pays ne sont pas alignés. Ceux qui veulent réellement de cet avion et ce système de combat aérien. La France veut un avion qui puisse atterrir sur un porte-avions, puisque la France a des porte-avions, ce qui n'est pas forcément le cas de l'Allemagne. Et puis le Royaume-Uni aussi veut surtout un engin qui soit optimisé pour la défense aérienne, ce qui n'est pas forcément le cas des autres pays. Donc tout le monde n'est pas raccord sur l'objectif en fait de ce système de combat aérien du futur. Et puis ce système combat aérien, c'est un ensemble, c'est un avion, mais c'est aussi effectivement des missiles, mais aussi des drones en fait qui accompagnent l'avion et un système de cloud, ce qu'on appelle un cloud de combat. C'est un système qui permet que les drones et l'avion communiquent en permanence. C'est un projet stratégique pour l'Europe, mais qui n'avance pas vraiment. Et quel rôle joue Dassault dans ce programme ? Alors Dassault est impliqué, mais l'avionneur n'y croit pas vraiment en réalité, car lui-même est en train de réfléchir à une version 5 de son Rafale, qui serait aussi un système de combat avec un avion, des drones et un cloud de combat. Donc on voit bien que l'histoire sur l'avion de combat européen est en train de se répéter aujourd'hui. Le Rafale reste donc un symbole de la puissance industrielle et militaire française. Merci beaucoup Béatrice pour tes explications. À bientôt. Maintenant qu'on a compris le rôle clé que joue Dassault Aviation dans la diplomatie de la France, on va aller voir les autres branches de l'Empire. Alors pour ne pas rater la suite de cette série, chers auditeurs, ça se passe sur toutes les plateformes d'écoute, Castbox, Spotify ou encore Deezer. Vous retrouverez un nouvel épisode de La Loupe dès 6h du matin, du lundi au vendredi. Et si les sujets militaires vous intéressent, je vous invite à aller découvrir notre nouveau podcast consacré à la défense. Il s'appelle L'État-major, aux côtés de Clément Dagnès, journaliste spécialiste de ces questions à l'Express, que vous avez déjà entendu dans La Loupe. Vous pourrez approfondir ces enjeux géopolitiques et c'est à écouter un mardi sur 2. Dassault, un empire bleu-blanc-rouge est une série originale de La Loupe, écrite par Léa Bertrand et réalisée par Jules Cros.